Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, je souhaiterais donner la parole à Ghouta Tirangel Benezra, qui va nous parler de sa vie dès l'âge de 2 ans. Imaginez un bébé de 2 ans lâché dans l'enfer nazi du ghetto de sa ville. Boker Tov, Ghouta. Dans ce livre, il y a des cris qui sont exprimés. Et tout de suite, je souhaiterais que tu nous parles déjà de ta petite enfance, ta toute petite enfance, avant même le ghetto. Je suis née dans les ghettos, 30 km de Varsovie. On a créé les ghettos le 25 octobre 1940. Et je suis née 26 octobre 1940. Ma mère a accouché lorsqu'on l'a forcée de quitter sa maison qui se trouvait en dehors du ghetto et qu'elle a dû joindre sa famille entassée chez mon grand-père qui avait, lui, un grand magasin, un atelier au milieu du ghetto, donc sur les marchés de la ville de Minsk Mazowiecki. C'était une ville de 15 000 habitants où presque la moitié étaient des juifs qui habitaient là-bas presque autant que la population polonaise, c'est-à-dire pendant 300 ans. Et Ghouta. Alors, donc je suis née déjà dans les ghettos et j'imagine ma pauvre petite mère qui avait à l'époque 23 ans, qui a dû accoucher dans les chaos et la difficulté de prendre ses bagages et de partir s'entasser dans un ghetto. C'était déjà quelques mois après l'occupation de la ville par les Allemands, qui était fin septembre 1939. Et oui, elle venait juste de se marier, je ne sais pas exactement quel jour et quelle date, mais elle a rencontré mon père juste avant la guerre. Et tu n'as retrouvé aucun papier, bien sûr. Il y a eu après des procès, puis des papiers, on a retrouvé toutes sortes de papiers, on a dû reproduire, on a dû tout de même construire mon identité selon les témoignages. Et ceux qui m'avaient à ce moment-là, après la guerre, il y a eu beaucoup de procès pour récupérer les maisons, pour récupérer les identités, pour savoir qui est mort, qui est vivant, qui sont les parents, où est-ce qu'ils sont. Et donc, j'ai des papiers, mais ce n'est pas les papiers qui étaient faits dans les ghettos même, parce que c'était les chaos et la désorganisation complète. Et tout était vraiment sous la botte des Allemands et puis l'hostilité des Polonais. Hein. Donc, je ne pense pas qu'on puisse trouver un papier original, mais par contre, au tribunal, par la suite, on a établi mon identité. Alors, Ghouta, tes souvenirs de petite fille au ghetto entourée de tes parents? Écoute, c'est pas des souvenirs personnels puisque le bébé ne se souvient pas vraiment. Par contre, lui, il est soumis à des tensions, à la peur, à l'horreur. Et comme tu sais, quand on regarde un bébé, on voit très bien s'il a peur, quand il pleure, quand il a faim, et tout ce que sa mère ou ses parents ressentent, le corps de l'enfant, lui, il est pénétré par cette ambiance. Donc, mon corps, et dans ce livre, justement, je parle en 2 personnes. Une personne qui est moi, avec laquelle tu parles, ça veut dire une personne cultivée, qui a lu beaucoup de choses, qui comprend beaucoup de choses, qui sait beaucoup de choses. Et puis, le petit bébé qui, lui, était soumis à des conditions objectives dans lesquelles ma famille et les 7000 juifs de la ville étaient soumis pendant les années où j'étais avec eux. Ça veut dire pratiquement jusqu'à la fin, la liquidation du ghetto, l'envoi à Treblinka. Et il y a eu quelques familles ou quelques personnes qui ont qui ont pu se cacher et qui se sont retrouvées dans un camp de travail. Entre autres, ma mère avec ses 2 bébés, parce que moi, elle a aussi fait naître un autre bébé, ma sœur, qui avait environ, qui est née à peu près 1 an après moi. À quel âge avez-vous été séparés de vos parents, toi et ta sœur? Et
de ma mère, j'étais séparée fin octobre 1942. Et c'était déjà après la liquidation du ghetto qui avait lieu en août. Et ma mère s'est trouvée dans un camp de concentration de travail et elle a dû cacher ses bébés moi, je ne sais pas exactement parce qu'il y a des témoignages, des livres qui ont été écrits sur ces événements. Donc moi, je les ai lus il n'y a pas longtemps, enfin il y a une vingtaine d'années où j'ai commencé à chercher en détail mon histoire. Donc je connais l'histoire à partir des témoignages des autres personnes qui étaient adultes à l'époque et qui se souvenaient exactement des événements. De toute façon, certains événements sont des événements comme faits historiques décrits déjà dans plusieurs livres. Et alors, ta sœur et toi, vous avez été placés. J'étais placée par une sorte d'organisation, je ne sais pas exactement parce que je n'ai pas retrouvé tous les dossiers, mais il y avait 10 enfants, 10 petits-enfants qui étaient illégalement donc cachés dans un camp de travail qui se trouvait donc dans la ville de Minsk Mazowiecki. Ça s'appelait le camp Copernic parce que c'était une école qui a été transformée en camp de concentration. Et dans cette école, ils ont pu cacher parce qu'à ce moment-là, ce lieu était uniquement destiné aux ouvriers, aux artisans que Bernard utilisait pour leurs besoins. Et les mères avec les enfants n'avaient pas le droit d'être là-bas. Donc on était cachés, aussi bien ma mère que moi-même, à l'intérieur de ces bâtiments qui avaient toutes sortes de recoins. Et c'était illégalement. Ils ne rentraient pas, les Allemands, parce qu'ils avaient peur de maladie et de se faire abattre. Donc, ils ne vérifiaient que de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passait? Ils faisaient sortir les artisans pour travailler. Et ça durait à peu près quelques mois après que toute la population juive a été déjà gazée à Treblinka. Ta sœur et toi, vous aviez quel âge exactement quand vous avez été définitivement séparés de votre mère? 12 ans, parce qu'on m'a dit par la suite, les gens qui m'ont sauvé, donc qui m'ont élevé, disaient que j'avais 2 ans. Est-ce que toi, tu as gardé une image de cette séparation, de ce... J'ai des photos, je ne sais même pas qui c'est qui me les a données. J'ai les photos de mes parents dans les ghettos et moi-même dans les ghettos. Et ça, j'ai déjà publié dans mon premier livre qui a été fait il y a 30 ans presque. Et tous ces documents, je les ai gardés, je ne sais pas, parce que ça, mes parents adoptifs donc, ont dû accumuler toutes ces informations pendant des années. Et moi, je les garde, je les ai. Donc, je sais à peu près comment était ma mère ou mon père, parce qu'on a une photo du ghetto du mois de juillet de 1942. Donc, c'est un mois avant la liquidation du ghetto, et où je suis, moi, avec mon père, ma mère et ma petite sœur. C'est une photo vraiment historique qui se trouve donc au musée de Washington. Et j'ai l'original, j'ai toujours l'original chez moi. Et j'ai ramassé ces informations à partir du moment où j'étais prête pour revoir mon histoire personnelle, qui a pris quand même 50 ans. Gotha, tu as été recueillie par une famille. Est-ce que tes souvenirs sont positifs de cette récupération par une famille polonaise? Écoute, je ne peux pas dire le contraire puisque je suis vivante, j'ai 5 petits-enfants, donc je corresponds à ce qu'on dit. Si les petits-enfants sont juifs, donc je suis juive. Mais au moment où on m'a sortie, on a caché évidemment que j'étais juive et on m'a caché jusqu'à la fin de la guerre. Donc mes souvenirs, par la suite, j'ai grandi avec eux. Donc j'ai des souvenirs qui sont décrits dans les livres, d'ailleurs positifs et négatifs. Oui. Et positifs parce que mon père, c'est celui qui m'a recueilli, donc l'homme qui m'a ramassé à partir de cette camp de concentration. Et lui, il m'adorait. Donc, Josio.
si tu veux, à vivre et à être un enfant presque heureux, disons. Ma mère était comme tous les Polonais autour, c'est-à-dire, quand je n'étais pas gentille, il me criait sale juive. Bon, elle n'était pas particulièrement tendre, d'autant plus qu'elle était jalouse de son mari qui, lui, adorait cet enfant. Et moi, j'avais une bouille très, très, très mignonne, d'après les photos. Guta, je t'interromps. Et ta petite sœur? Ma petite sœur a été aussi confiée à quelqu'un et on n'a pas retrouvé ses traces. Comme d'ailleurs les autres enfants qu'on a sortis à ce moment-là, parce que c'était un sauvetage organisé par des Polonais résistants qui étaient là-bas. Je ne sais pas exactement quel, parce qu'il y avait deux groupes de résistants qui aidaient les Juifs. Et je suppose que c'était la Zegota, la fameuse Zegota, donc celle d'Irene Sandler que tout le monde connaît. Mais chez moi, à côté, un voisin, c'était les chefs ou les premiers présidents de la Zegota. Il s'appelle Julian Groben et lui, il était le président de Zegota, les premiers présidents. Et il habitait juste en voisinage, donc à Minsk Mazowiecki. Alors, Guta, tout ceci en ignorant complètement ce que c'était qu'être juive. Parle-moi justement de ta découverte, ta confrontation avec le monde juif. Ça m'a pris à peu près 18 ans pour retrouver le monde juif, si on peut appeler ça comme ça. Ça veut dire les restes de ma famille biologique, donc de mon père. C'était les frères de mon grand-père qui avait émigré en France dans les années 20 et qui a survécu donc en France et que il y avait aussi une autre personne qui a survécu dans toute ma famille, c'était mon oncle le plus jeune qui était plutôt en Sibérie, donc dans les goulags, et qui est revenu après la guerre, qui a essayé de me reprendre dans les années 45-48. Et ensuite, il est parti en Israël et il a retrouvé donc les grands-oncles qui étaient à Metz, dans la ville de Metz. On m'a donné, je ne sais pas par quelle combine, parce que c'était très difficile de sortir dans les années 60 de Pologne, et par quelle combine ils ont réussi à me faire visiter cette famille à Metz. Alors, ils ont ramassé de l'argent pour me payer le voyage et j'ai fait mon premier voyage pour rencontrer ma famille biologique, donc ma famille juive, en 1961. Et là, tu arrives à Metz et puis, un petit peu déçu quand même, tu pars après sur Strasbourg. Pas seulement un petit peu, j'étais un phénomène pour eux. Ils n'étaient pas particulièrement informés ni sur l'histoire de la Shoah en Pologne, ni sur ce que ça peut faire de laisser un enfant de 2 ans dans les mains de non-juifs et comment ils s'attendaient à une jeune fille juive gentille, alors que moi je ne savais rien sur les juifs, sauf ce que j'ai vécu en tant qu'une jeune fille ou un enfant en Pologne après la guerre. Moi, je suis ballottée entre les personnes qui me regardent comme un phénomène, un enfant, une jeune fille de 20 ans qui a vécu en Pologne avec les Goy et qui arrive dans une famille qui, elles, ce sont des petits juifs pas particulièrement cultivés. Et moi, j'étais une jeune fille justement assez réussie parce que j'étais championne de Pologne, j'étais étudiante de 3e année en droit et j'avais été éduquée en Pologne parmi les Polonais, pas parmi les Juifs. Quand tu dis championne, n'oublions pas de dire que Guta était une très grande sportive. Oui, et qu'à partir de 15 ans jusqu'à 20 ans, j'étais plus dans l'équipe nationale d'athlétisme que à l'école ou ailleurs, quoi. C'est-à-dire, dans les années 60, les sports, après la guerre, les sports en Pologne, dans les pays socialistes, c'était l'endroit où s'exerçait, si tu veux, la fierté nationale, quoi. On était dans une équipe nationale, on était bien traités, mais pas en tant que juif et non pas en tant que polonaise. J'étais une jeune fille douée pour les sports. Après Metz, tu arrives à Strasbourg et là, tu aboutis. J'avais pas du tout l'intention de rester en France.
Et chez la famille surtout parce qu'ils ne savaient pas très bien quoi faire avec moi. Et je parlais très mal français, ils parlaient très très mal polonais, donc la communication n'était pas très bonne. Je savais simplement qu'ils ne savaient pas quoi faire avec moi. Ils ne voulaient pas m'envoyer chez les Goïs, c'est sûr. Et, parce que ça n'aurait pas été bien vu par leurs voisins, par personne. Et ils ont essayé de me convaincre de revenir vers le judaïsme parce qu'ils voyaient bien que je n'étais pas une enfant, une jeune fille juive. Je ne savais rien sur ma famille et sur moi-même. Guta a fait une très belle rencontre avec le rabbin Dreyfus. C'est à Metz. C'est à Metz que le rabbin Dreyfus et on m'amène une voisine qui s'est aperçue un petit peu mieux que ma famille de la confusion dans laquelle j'étais, et elle avait mis sur de la musique chassidique, de la musique yiddish, et je me suis mise à pleurer et à sangloter. Donc elle s'est aperçue qu'il y avait quelque chose dans cette jeune fille qui restait blessée et puis perdue. Donc, elle m'a amenée chez les rabbins Dreyfus. Et les grands rabbins de Metz comprenaient un peu mieux qui il avait devant lui. Et il a fait venir une assistante sociale de Strasbourg, qui, elle, était une fille absolument extraordinaire, comme il y en avait beaucoup à ce moment-là encore à Strasbourg. Et il y avait toute une organisation pour s'occuper des orphelins de la Shoah. Ils avaient encore la mémoire de la Shoah en France. Donc, ils savaient un peu mieux que ma famille de quoi il s'agissait. Donc, elle m'a montré beaucoup d'affection et de compréhension. Et ils m'ont offert en me disant, écoute, tu essayes au moins de rentrer un petit peu, de rester un peu en France pour apprendre la langue et puis pour nous connaître. Et après, tu décideras. Parce que moi, j'avais mon père adoptif qui était encore vivant et qui était perdu et très malheureux en Pologne parce qu'on lui disait de tous les côtés, évidemment, tous ses copains, tu vois, t'as abandonné, les Juifs sont comme ça, ils n'ont pas de gratitude, ils nous volent, ils nous escroquent et après, ils s'en vont. En fait, tu l'as jamais abandonné. En 64, tu fais un premier voyage en Israël. Alors, Guta, ta vie à Strasbourg, c'est 3 années à Strasbourg. Plus que 3 années, je suis restée jusqu'à 66 à Strasbourg. 5 ans alors. Mes études, j'ai rencontré mon mari, j'ai rencontré des Juifs, j'ai commencé à comprendre qui j'étais par rapport au judaïsme, et parce qu'il y avait des gens qui comprenaient, qui connaissaient l'histoire et qui savaient comment me donner un peu d'affection et un peu de direction dans la vie. Je suis allée en Israël pour la première fois en 18 seulement. J'étais étudiante en droit et je suis allée pour mes vacances au mois de juillet-août. Et tu as rencontré Claude à Strasbourg ou en Israël? À Strasbourg. D'accord. Et alors, j'étais étudiant. Cette rencontre du monde ashkénaze et du monde séfarade? J'étais dans la maison de Lorvail dans les années 61-63, où il y avait toutes les jeunes filles d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, qui étaient séparées de leur famille ou qu'on a recueillies dans cette maison Lorvail. Et c'est là que j'ai rencontré, à vrai dire, j'ai vécu autour d'eux avec les comme j'appelais ça, les vrais juifs, ça veut dire les filles qui étaient juifs naturellement et qui n'avaient pas les mêmes traumatismes ni déformations que moi et mon monde en Pologne en avait. Les juifs polonais après la guerre étaient un juif qui continuait à souffrir de l'antisémitisme et de la confusion et de la douleur d'avoir perdu pratiquement tout le monde.
parce que 90% de Juifs polonais ont été assassinés. Donc, il n'y avait pas une seule personne, un seul Juif en Pologne après la guerre qui n'était pas un orphelin ou qui avait perdu pratiquement tout le monde. Et alors, l'accueil, Moi, je venais d'un monde complètement différent de leur. Elles étaient vraiment magnifiques, tout à fait naturellement juives. Moi, j'étais impressionnée par ça. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs cela parce que ça me donnait une sorte de vision différente de ce que c'est être juif. Et ton arrivée dans une famille séfarade, s'est passé comment? C'était pas très réussi parce que moi j'étais une fille qui était élevée complètement dans les valeurs très différentes. Je n'étais pas très juive dans le sens traditionnel et conventionnel, et surtout par rapport au monde séfarade. Parce que je pense que dans les familles ashkénazes, on avait au moins quelques notions de ce que c'était être juif après la guerre, mais dans les familles séfarades, c'était surtout dans les années 61, elles arrivaient tout fraîchement de leur milieu, qui était entièrement juif pratiquement, et que c'était trop jeune encore pour voir les inconvénients que leurs parents ont dû subir pour ensuite être déplacés donc en Europe, au Canada et ailleurs, et en Israël. Alors justement, tu as parlé du Canada, donc tu te maries avec Claude Benezra et vous décidez de partir au Canada. On fuit un petit peu l'atmosphère de la famille séfarade, tiens, parce que eux, ils n'étaient pas habitués à une femme comme moi, qui était une femme ambitieuse, qui était une femme indépendante, qui connaissait pas très bien les recettes ni séfarades ni ashkénazes de la nourriture. Donc, j'étais évidemment un phénomène pour eux. Sauf que Claude, lui, il m'aimait et il n'avait pas non plus, il était séparé de la famille pour étudier à Strasbourg, donc il n'était pas non plus très intégré dans la mentalité et dans les habitudes, mais il était très aimé par sa famille, donc ses sœurs ont défendu son choix. Sa mère était une femme qui ne savait pas comment me prendre, et moi non plus d'ailleurs. Et alors là, il arrive à t'imposer à sa mère. Pas tellement lui, c'est à vrai dire ses sœurs, parce que lui était tellement surpris par son hostilité, puis le fait qu'elle voulait pas qu'il me marie, parce que bon, pour elle, j'étais vraiment pas une fille à avoir comme bru, hein. Moi, j'avais fini mes études en droit et j'étais très intellectuelle et très ambitieuse. Donc, et alors, une fois mariée, Gouta, vous décidez de cuire des œufs. Donc, Gouta, le temps passant vite, je voudrais que tu nous parles un petit peu de votre décision un petit peu de partir au Canada, parce que je crois que Claude avait un statut de chercheur. Une raison, c'était qu'il a eu un poste de professeur, alors qu'en France, il était encore au CNRS, il n'avait pas un poste libre. On est parti temporairement en attendant qu'il va être nommé. Ça a toujours été des procédures parce qu'il était docteur en chimie, un garçon très brillant dont les patrons cherchaient à les placer quelque part. Il lui a proposé donc à Ottawa. Et moi, comme je voulais surtout ne plus être soumise à des vexations de sa mère et du milieu qui était un peu oppressant, hein. Donc, j'ai profité de ça sans me rendre compte que j'allais subir aussi des difficultés pour retrouver mon statut d'université où j'étais déjà en France. Mais battante comme tu l'es, et comme tu l'as toujours été, tu t'en es bien sortie. Je ne pense pas que ce soit un choix de battante, mais c'est plutôt je n'étais pas adaptée au monde dans lequel je vivais. Et je crois que je ne suis toujours pas. Et maintenant battante, c'est-à-dire il fallait que je vive et j'avais des exigences par rapport à moi-même et à la vie que je voulais mener, donc je n'étais pas très conforme, je n'étais jamais conformiste ni conforme avec la mentalité autour, hein. Et alors, vous êtes resté combien de temps au Canada, Gouta? J'ai fait mon doctorat, j'ai appris l'anglais, j'avais eu déjà 2 bébés
que j'ai produits à Paris, donc elles sont françaises, qu'il fallait donc s'occuper de deux petits bébés, de la langue, nouvelle langue, et de continuer les doctorats parce que mon mari étant professeur d'université, il me soutenait dans mes ambitions et il n'avait pas trop de préjugés, il n'était pas très macho. Il m'aimait et il trouvait que j'avais beaucoup de talent. Et au contraire, il était toujours très surpris que j'avais autant de difficultés à m'imposer. Et moi, je me battais avec les préjugés autour. Hein. Et alors, mais par contre... Donc, que je voulais faire quelque chose, ça a toujours été très dur. Et jusqu'en quelle année tu es restée au Canada, Guta? Moi, je suis restée jusqu'à 75. Jusqu'à 79, Claude est parti en 75. Oui. Il est retourné, il a eu son poste donc, de professeur d'université de Strasbourg et il est rentré et puis moi je n'avais pas de poste en France, donc je suis restée et puis bon, la vie nous a séparés. Et moi, au lieu d'aller en France, j'ai décidé de venir en Israël. Première alia, en 79. 79, mes filles qui ne voulaient pas tout de suite venir en Israël parce qu'elles étaient à Strasbourg, là où Claude était, et on leur disait que c'était un pays de sous-développé, donc on n'avait pas tellement envie. Finalement, elles sont arrivées en 80, et quelques mois après moi, et se sont très vite adaptées, et c'est un peu... La satisfaction finalement de mon alia, c'est que les enfants retrouvent très vite le plaisir d'être en Israël et elles sont israéliennes depuis. Et tes petits-enfants sont des purs Israéliens. Surtout la partie ashkénaze, c'est-à-dire il y a ma fille qui a épousé un Roumain, et un juif roumain qui vivait en Israël, et qui était né déjà en Israël. Donc cette partie, les trois enfants qui sont ashkénazes sont pleinement israéliens, sont nés ici et puis pour eux il y a une sorte maintenant on ne voit pas de différence. Et d'ailleurs quand j'en parle parfois, elles sont très surprises, elles me disent mais il n'y a pas de différence. Elles sont à l'armée, elles sont amies avec des Éthiopiens, avec des Marocains, ils ne font plus de différence du tout. Hein. Et ça me fait grand plaisir. Tandis que quand moi je suis arrivée en Israël, les différences étaient tout de même très soulignées, c'est dures à vivre. Et alors, ton alia définitive? Non, Ben Ezra, je ne me suis même pas rendu compte qu'on me prenait pour une séfarade. Et alors, ton alia définitive, tu l'as faite en 2000. Et mon retour, je suis restée tout de même 10 ans en Israël, j'ai fait mon diplôme d'avocate, j'ai travaillé dans une entreprise de biotechnologie qui était à l'époque vraiment novatrice, c'était première innovation israélienne, c'était dans les années 80. Et puis ensuite, je suis retournée pour me reposer, soi-disant, au Canada, en ayant un poste universitaire, parce que dans les années 80, une femme à l'université en Israël n'était pas si fréquente que maintenant. C'est vrai. Mon Dieu, quel parcours. Alors, je dois dire quand même... Quel parcours plutôt dur, mais réussi. Oui, c'est magnifique. Je dois dire quand même que tu n'as jamais oublié ton père adoptif que tu as entouré jusqu'à la fin, puisque tu as tenu à son décès à l'enterrer dans sa ville, donc Josio. Oui, et puis aussi, je l'avais fait venir à l'envers et contre tous, alors que quand j'étais donc à Strasbourg, mais remarque, le grand rabbin de Strasbourg qui s'appelait Deutsch, et lui, il me soutenait à fond et il appréciait beaucoup mon caractère et mes ambitions intellectuelles. Ils ont été toujours très
comment dire, vraiment, si c'était pas cette communauté de Strasbourg, je ne sais pas si j'aurais continué en tant que juive. Parce que j'ai une copine qui est venue à peu près en même temps, avec une histoire un peu comparable avec la mienne. Et jusqu'à maintenant, quand je parle d'Israël, elle me dit tais-toi, elle a peur encore qu'on croit qu'elle est juive. C'est terrible, c'est terrible. Donc, Gouta Tirangel Ben Ezra, je dis Kol HaKavod, car cet essai autobiographique, qui se présente sous la forme du dialogue socratique, dans cet essai, Gouta recherche le sens de sa survie et de son héritage juif. Et Kol HaKavod pour ce magnifique voyage auquel tu nous as invités et qui est très dur parfois à lire, car on se met dans la peau d'une petite fille de 2 ans, puis de 4 ans, puis de 8 ans, et on évolue en fonction de ta propre évolution. Bravo, bravo pour cet essai. Je rappelle qu'il a paru aux éditions Maya. Kol HaKavod, merci Gouta. Et ça, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce dernier mois, où la traduction a été faite par Dorit Daliot, et qu'elle m'a dit c'est le livre qui doit paraître dans la meilleure édition d'Israël et qui est approprié pour le faire connaître. Voilà. C'est ton cadeau de Hanouka, Gouta. Eh bien, justement, on est... vraiment très, très surprenant, c'est que en Israël, on a beaucoup de préjugés pour comme ils disent, Sipour HaShoah, et eux, ils ont vu que ce n'était pas le Sipour de la Shoah, mais c'était le Sipour de la vie d'un juif, d'une juive du XXe siècle. Et ils ont apprécié beaucoup justement mes côtés intellectuels et mon analyse de la philosophie et de l'histoire, et qui se sont rendus compte que les survivants ont tout de même vécu après la Shoah, et surtout les jeunes qui ont eu toute la vie pour être avec cette ombre de la Shoah et cette vie qui, elle, en tant que juive, la vie juive n'est pas facile, et surtout quand on porte ces bagages d'antisémitisme et ces bagages de doute sur ce que c'est d'être juif. Merci Gouta Tirangel Ben Ezra. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.